Notre sexualité d'aujourd'hui est l'héritière de la sexualité médiévale. Ou comme le dirait Jean-Pierre Pauly, parler de sexualité européenne équivaut à parler de la sexualité médiévale. Dans ma vidéo précédente, j'évoquais la révolution sexuelle qu'a connue le XIIe siècle, avec l'apparition du plaisir féminin. Cependant, remettons dans le contexte, le sexe est vu par l'Église comme une nécessité à la procréation. Cependant, dans la vraie vie, les préceptes de l'Église, ils sont bien mis, mais ils ne sont pas toujours respectés. Et nombreux sont ceux qui cherchent à avoir des rapports charnels tout en se préservant de l'enfantement. Notre sexualité, qui est donc l'héritière de la sexualité médiévale, va donc se développer autour de deux axes. La rencontre de deux égoïsmes mal compris, c'est-à-dire la jouissance féminine non comme un attribut féminin mais comme un attribut masculin. Les cris de plaisir en disant moins sur le plaisir féminin, car c'est connu, les femmes, ça c'est simulé, que sur la prétendue puissance virile de l'homme qui sait les déclencher. Et deuxièmement, le tabou de la sexualité en dehors de sa portée procréative, c'est-à-dire en dehors des schémas autorisés par l'Église, qui se limitent ni plus ni moins qu'aux missionnaires. Oserais-je dire le missionnaire de papa-maman? Vous voyez que notre sexualité est encore empreinte de cette culture. Et c'est un tabou qui fait que nous sommes la seule civilisation au monde qui n'est pas un équivalent du fameux Kamasutra. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Alors peut-être que certains d'entre vous s'imaginent que je vais présenter un modèle type. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de modèle sexuel au Moyen-Âge, seulement des modélisations multiples du désir. Mais ces modélisations multiples vont s'appuyer sur des éléments communs. Et je vais en décevoir certains, cette vidéo n'abordera que les relations hétérosexuelles. En ce qui concerne le plaisir solitaire ou l'homosexualité, je vous renvoie à ces vidéos. Rencontre de deux sexes. Au Moyen-Âge, et particulièrement en ce qui concerne la procréation, il n'existe que deux sexes. Les castrats et les intersexes, ne pouvant pas procréer, sont de facto exclus de la sexualité. Est-ce que cela en fait une société hétéronormée? Alors, le modèle est avant tout un modèle de perpétuation de la société. Or, pour procréer, il faut un homme et une femme. Alors, si vous voulez appeler ça hétéronormé, grand bien vous fasse. Mais encore aujourd'hui, pour procréer, il va vous falloir un spermatozoïde et un ovule. Et comme le fait remarquer René Cochard, il s'est révélé impossible de produire un enfant à partir du capital génétique de deux femmes ou de deux hommes. De tels embryons ont été obtenus in vitro dans les années 1980. Le génome obtenu était correct, mais aucun de ces embryons n'est parvenu à se développer sans de graves troubles. Il leur manque la marque épigénétique. Ces marques sont différentes et toutes deux nécessaires, notamment concernant le cerveau. Et pour ceux qui considèrent, comme Donna Kaplan et Eva Illouz, que la vie elle-même est un produit du capitalisme, se battre contre un modèle scientifique intangible me semble être une cause perdue. En conséquence, je vous propose plutôt d'explorer la manière dont chaque camp perçoit l'autre. Car, comme le fait remarquer Arnaud Delacroix, loin du consensus de la pensée unique, du politiquement et du sexuellement correct contemporain,
les hommes du Moyen-Âge ne craignaient pas de dire haut et fort que les sexes sont différents, que les appétits du corps ne sont pas identiques aux élans de l'âme, ou combien les vilains, les bourgeois, les clercs et les chevaliers n'ont pas le même intérêt. L'homme. L'homme au Moyen-Âge est celui qui a autorité. C'est celui qui mène la danse dans la vie publique, comme au lit. Et dévier de cette norme est très mal vu. Et pour comprendre l'importance de cette image, laissez-moi vous conter 2 histoires. Madame Dessus. Calandrino croit qu'il est enceint. Ses amis profitent de sa bêtise pour lui faire croire que son surpoids est le signe de sa grossesse. Et Calandrino, lui, il y croit, il se lamente. Hélas, Tessa, c'est toi qui m'as fait cela. Tu veux jamais te mettre autrement que dessus. Je te le disais bien. Alors, c'est vrai que dans les relations type médiévales, monsieur est dessus et madame est en dessous. Monsieur est dominant et madame est dominée. Mais allons un peu plus loin dans l'imaginaire. Le liquide coulant du haut vers le bas, monsieur se vide dans la cruche de madame. Mais si madame est dessus, étant donné qu'elle sécrète elle aussi ce qu'ils appellent du sperme féminin, et je vous renvoie à cette vidéo, alors il est possible que ce liquide aille dans la cruche de monsieur. Et par conséquent, que monsieur tombe enceint. Après, c'est possible, c'est pas comme si quelqu'un avait osé essayer avant eux, hein? Enfin du moins officiellement. Katharina Etzeldorfer. En 1477, Katharina Etzeldorfer est condamnée à la noyade dans le Rhin. La justice impériale de Spire, à Nuremberg, juge que les relations charnelles qu'elle a eues avec sa sœur et plein d'autres femmes sont un crime majeur. Mais ce n'est pas son lesbianisme qui est jugé. Non, non, non. Être lesbienne au Moyen-Âge, c'est pas un véritable problème. En effet, comme je vous l'ai déjà expliqué, les médiévaux considèrent que une femme lesbienne, c'est juste une femme qui est mal baisée. C'est pas sa faute. C'est la faute des hommes qui baisent mal. Alors certes, ça dévalorise l'homme responsable de cette situation, mais ça ne dévalorise pas les hommes en général, et surtout ça ne dévalorise pas leur petit oiseau. Et c'est bien là qu'a péché Katharina. Sa peine est sévère parce que ses partenaires la présentent comme l'active. Elle aurait même fabriqué un god ceinture avec un bâton de bois et des lanières rouges. Ce qui est jugé et ce qui est puni, c'est sa masculine volonté. D'ailleurs, parlons-en de leur pénis. Le rapport au pénis. Le pénis, au Moyen-Âge, est un symbole de virilité, car c'est au moyen de ce petit truc que les hommes peuvent procréer. Et comme le fait remarquer Octavie Delvaux, le culte du phallus est moins le culte du pénis lui-même que de sa force génératrice. N'en déplaise au planning familial, le pénis est un organe génital masculin mâle, ce qui n'empêche pas qu'il y ait un construit social, un imaginaire autour de ce dernier. Ceci dit, ce pénis se doit d'être efficace, c'est-à-dire dans l'imaginaire médiéval, ferme, alerte, adroit, souple, délicat, discret, actif, solide et tout ce qui vous plaira, la liste n'étant pas exhaustive. Et en plus de cela,
Il faut qu'il soit vigoureux fréquemment afin de combler le désir de sa femme, même si cette dernière peut en refuser l'honneur. Une des farces des frères Gilbert racontait qu'un vieillard se vantait d'honorer sa femme toutes les semaines. Quant à la jeune épouse, elle s'amusait à rectifier l'information en disant que ce dernier ne le faisait qu'une fois par mois, et encore, sans doute pas avec la vigueur qu'elle espérait. Cette fréquence est d'autant plus importante que selon une croyance populaire rapportée dans l'Évangile de la quenouille, on pense que si un homme n'accomplit pas son devoir conjugal au moins une fois par lune, alors cela veut dire qu'il va voir ailleurs. Concernant la durée de l'acte, en revanche, nous n'en savons rien. Il semble qu'à l'époque, ce ne soit pas un enjeu. Ah, ça c'est contrairement à aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui c'est un enjeu. Alors certes, un Flavio évoque « L'homme se remua sur elle bien longuement, et lui semble qu'il fut bien une demi-heure. » Cependant, cette évocation est l'une des rares, et nous ne pouvons donc rien en déduire. Bon, ça c'est pour la vision qu'a l'homme de lui-même. Et la vision qu'a la femme de l'homme, nous n'en savons pas beaucoup plus. En revanche, nous savons quelle vision les hommes portent sur les femmes. La femme. Comme l'explique Georges Duby, ce Moyen-Âge est mal résolument. Car tous les propos qui me parviennent et me renseignent sont tenus par des hommes, convaincus de la supériorité de leur sexe. Je n'entends qu'eux. Cependant, je les écoute, ceux-ci parlant avant tout de leurs désirs et par conséquence des femmes. Ils ont peur d'elles et pour se rassurer, les méprisent. Mais d'un tel témoignage que déforme la passion, les préjugés, les règles du jeu de l'amour courtois, il faut bien que je me contente. Et que disent les hommes des femmes? Eh bien pour eux, il y a deux modèles. La Vierge Marie et Marie-Madeleine. Pour le dire autrement sur un modèle que nous connaissons mieux, les mères et les putes. Les saintes. Alors, à l'époque, être mère n'empêche pas d'être sainte. Le Moyen-Âge a canonisé de nombreuses femmes parce qu'elles ont été avant tout des bonnes mères. On compte Marie, Monique ou Ida. Ceci dit, la mère n'est pas exclue de la sexualité. Enfin, si ce n'est la Vierge. Mais leur sexualité s'inscrit dans le cadre légal de l'Église, de la nécessité à la reproduction. Elles répondent à leur devoir de femmes mariées. Elles doivent se partager elles-mêmes. D'un côté, l'obéissance passive au mari et de l'autre, l'élan vers le haut, l'ardeur, bref, l'amour de Dieu. Ceci dit, même ces saintes ne sont pas exemptes d'une forme de sensualité. Vuanard évoque le regard lascif des secrétaires masculins des mystiques et souligne que toutes les femmes extatiques s'adressent de façon privilégiée à une personne de l'autre sexe. Ou alors c'est le modèle de l'amour courtois, de cette femme inatteignable, du fantasme qu'il n'a pas vocation à réaliser, de l'érotisme plus que de la sexualité. Alors c'est bien, hein? Ils suivent les conseils des clercs, ils fantasment la sexualité au lieu de la pratiquer. Mais alors, quelle est la nature du fantasme? Eh bien, la nature du fantasme est sans doute de leur faire exactement la même chose que ce qu'ils font avec l'autre modèle, c'est-à-dire les putes ou les salopes. Les salopes. Comme le fait remarquer Sigismonde de Salerme à son père,
Car vous qui êtes de chair et de sang, pensez-vous avoir engendré une fille de pierre et de bois? Tout vieux que vous êtes, vous auriez dû vous rappeler que la sexualité travaille la jeunesse qui vit dans le luxe et l'oisiveté. Alors cette femme n'est pas moins fantasmée que la précédente. La croyance populaire se calque un peu sur celle des clercs, à moins que ce soit l'inverse. La femme est responsable de la luxure. Dans les récits populaires, elles apparaissent comme des chaudasses insatiables. Et les Flabios se délectent de ce type de personnage et les rendent au retorse. Veuve à Vilt, demoiselle qui prétendait ne pas vouloir entendre parler de foutre. Épouse mal mariée et délaissée. Mari jaloux, jaloux à en être ridicule. Mais que disent les femmes d'elles-mêmes? Eh ben, on n'en sait pas grand-chose. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'à l'époque, les femmes parlent entre elles. Plusieurs romans l'évoquent, que ce soit le roman de la rose ou l'arbre de science. Cependant, ces textes en disent moins sur ce que disent les femmes entre elles que sur l'anxiété masculine. Face à une information qui lui échappe et auquel il n'a aucun moyen d'accéder. Le reste. Sauf que si vous avez bien retenu la phrase d'Arnaud Delacroix, il faut rajouter une distinction sociale. Loin du consensus de la pensée unique du politiquement et du sexuellement correct contemporain, les hommes du Moyen-Âge ne craignaient pas de dire haut et fort que les sexes sont différents, que les appétits du corps ne sont pas identiques aux élans de l'âme, ou combien les vilains, les bourgeois, les clercs et les chevaliers n'ont pas le même intérêt. Or, si vous pouvez convenir que notre sexualité reprend bien les points évoqués, l'homme dominant, la symbolique du pénis, et pour résumer, toutes des putes, sauf ma mère, je comprendrais que vous ayez plus de mal à croire que les différenciations sociales soient encore d'actualité aujourd'hui. Et pourtant, commençons par voir ce qu'il en est de ces distinctions sociales à l'époque. L'amour et la sexualité des classes supérieures à l'époque est l'amour courtois. Sexualité qui s'oppose à celle des gueux et des marginaux. Sexualité dans l'amour courtois. Denis de Rougemont se demande si l'amour ne serait pas une invention du XIIe siècle. Et pour Georges Duby, le XIIe siècle est la préhistoire de l'amour. Quant à Arnaud Delacroix, il le résume parfaitement bien. C'est à l'inventivité que le Moyen-Âge nous convie en matière érotique. Découverte progressive des sentiments hétérosexuels avec les trobards, de la passion initiée par la femme au fil de la matière de Bretagne, du couple amoureux et égalitaire chez Chrétien de Troyes, du féminisme avec Christine de Pisan, de la rencontre désirante de l'âme et du divin avec les mystiques, de la sexualité amoureuse avec Galliard. Un regard comme une flèche qui s'enfonce jusqu'au cœur. L'embrase y porte le feu du désir. Dès lors, blessé, l'homme ne songe plus qu'à s'emparer de cette femme, y établir foyer, y habiter. Il entreprend le siège pour s'introduire dans la place. Elle résiste, repousse ses assauts, tient bon. L'homme comprend. Il change de stratagème. Il s'incline et s'abaisse. Puis, il finit par céder. Elle sera sa maîtresse. Tel un vassal, il fait les gestes d'allégeance. Il lui promet fidélité, tel un homme lige. Il s'engage à ne pas aller voir ailleurs. S'il veut pénétrer le bien qu'il convoite, il ne le pourra qu'en tant que serf, et non en tant que maître. Désormais, il n'est plus libre. La femme, elle, l'est encore, d'accueillir
ou de repousser l'offrande, d'ouvrir les portes et de se laisser cet homme visiter son intérieur. Voilà comment l'on parle de cul dans les romans d'amour courtois. Oui, c'est l'allégorie du chevalier. Mais reprenons en détail. On commence par un regard jeté. La métaphore est celle d'une flèche qui pénètre par les yeux et s'enfonce jusqu'au cœur. L'embrase qui porte le feu du désir. Dès lors, l'amour, attention, faut prendre garde au vocabulaire. Amour, dans son sens exact, à l'époque, ne désigne que l'appétit charnel. N'imaginez pas de beaux sentiments, juste du désir. Et ça reste la métaphore du coup de foudre. Ce truc, vous savez, auquel on croyait encore dans les années 1990 et qui est visiblement devenu complètement ringard. Bon, donc nous parlons effectivement du désir. Et en même temps, comme le titre de la vidéo c'est de parler cul au Moyen-Âge et pas comment faire la cour, c'est un peu normal. Constatons aussi que la métaphore est celle de l'accident, l'incident, qui déclenchera la bataille. Que se passe-t-il ensuite? L'homme fantasme, c'est ce qui va lui permettre de se mettre en action. L'homme ne pense plus qu'à s'emparer de cette femme. Il en entreprend le siège pour s'introduire dans la place. Là encore, la métaphore filée est toute chevaleresque, à s'introduire dans la place. C'est le siège comme il y en avait régulièrement, c'est-à-dire une stratégie militaire qui à l'époque prend du temps, beaucoup de temps. Et au Moyen-Âge, ça peut être long, ça peut durer des mois. Parce qu'au Moyen-Âge, on a le temps, même si on meurt jeune. Alors, ça ressemble à une forme de harcèlement à nos yeux de contemporains. Mais ça peut être aussi vu comme une manière de montrer son intérêt. N'oublions pas que les plans cul de l'époque se font avec des femmes mariées. Le pouvoir est entre les mains de la femme qui peut dénoncer à tout moment l'importun à son mari. Or, l'importun est souvent le vassal du dit mari. Donc, la femme refuse l'avance, mais elle laisse l'espoir. Elle ne le fait pas remettre à sa place. Alors l'homme change de stratégie. Le stratagème dont il use la feinte est de s'incliner, de s'abaisser. La dame est l'épouse d'un seigneur, souvent de son propre seigneur. Elle est en tout cas la maîtresse de la maison qu'il fréquente, en vertu des hiérarchies gouvernant à l'époque les rapports sociaux. Elle se tient effectivement, d'un point de vue social, au-dessus de lui. Ce qu'il souligne en accomplissant un geste d'allégeance. Il s'agenouille, prenant la posture du vassal. Il parle, il engage sa foi, promettant, comme un homme lige, de ne pas porter son service ailleurs. Bon. Alors ça, vu l'époque et vu les multiples renversements d'alliances, on peut en douter. Et il va encore plus loin. À la manière d'un cerf, il fait donation de lui-même. Il n'est plus libre désormais, nous sommes toujours dans la métaphore chevaleresque, même si on a utilisé la métaphore du cerf. Bon, faut pas déconner, ça reste des chevaliers. Et surtout, nous nous sommes éloignés du gros bourrin. Pour rejoindre le monde feutré des cours seigneuriales et de leur code de l'honneur. La femme, elle, l'est encore d'accueillir ou de refuser l'offrande. Pour être clair pour les chouineurs de notre époque, elle doit donner son consentement. Et oui, on est bien loin de l'image que l'on se fait de la chose, comme dans ce tweet. Non, ça c'est parce que l'on vit dans une société avec une culture du viol qui encourage à faire des trucs sans demander parce que c'est fougueux, c'est risqué, c'est chevaleresque. Eh ben non, c'est faux. Du moins, c'est en partie faux. Parce que ce que je vous ai raconté, c'est dans les romans.
Et c'est vrai qu'il y a une partie qui existe bel et bien, même si on refuse de la voir. Elle existe également dans les romans, c'est le viol. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'amour courtois, je vous invite à regarder cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, ce qui concerne ce sujet, c'est que l'amour courtois, le désir inaccessible. Ce sont les lamentations de l'homme face à un idéal inatteignable. L'homme propose et la femme dispose. Non, elle se refuse. Parce que c'est souvent la femme du seigneur du coin et donc elle ne peut céder aux avances. C'est moins elle qui est désirée que ce qu'elle représente. C'est le désespoir grandiose de l'homme. D'ailleurs, cela me fait penser à une citation de Virginie Despentes. Les hommes, c'est cool, on passe notre temps à les comprendre. Le désespoir grandiose, lui aussi, a un sexe. Nous, ce qu'on pratique, c'est le gémissement plaintif. C'est l'érotisme feutré du petit gémissement. Et découvrons maintenant l'érotisme où les femmes expriment leur désir à grands cris, pour ne pas dire qu'elles simulent. Les marginaux. C'est l'amour des gueux, tel que l'on retrouve dans les flabiaux, issus de la culture populaire, tel qui se trouve dans les recoins des églises ou des bâtiments officiels, ou encore dans les marges des manuscrits. C'est d'ailleurs pour cela qu'on les appelle les marginaux. Dans les églises. Au Moyen-Âge, le sacré et le profane se mélangent, comme le divin et le matériel. Les chercheurs Claude Guénibé et Jean-Dominique Lajoux ont étudié les sculptures obscènes en marge des édifices religieux ou laïques, qui reflètent la culture populaire. Et la jeune fille chevauchant son bouc à la cathédrale de Saint-Étienne, ou un couple fricotant dans une baignoire dans un hôtel de ville. Alors, dans une baignoire étuve, c'est sans doute une pute. Et c'est aussi le nom que l'on donne à certains espaces, comme les lupanars. Lupanar qui vient de louve, là où on fait hurler les femmes comme des louves. Le mot et les bordels auxquels il est associé existaient déjà à l'Antiquité. La louve, c'est la prostituée, la femme démonstrative. Parce que au Moyen-Âge, l'homme est réputé s'accoupler en silence, surtout quand il est adultère, pour ne pas éveiller les sens du mari, l'officiel. Autre petit apartheid comme ça, Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome, sont élevés par une louve. Vous croyez vraiment qu'on parle de l'animal ? Vous croyez vraiment qu'à l'origine, il s'agissait d'un animal ? Tu es en train de me dire que les fondateurs de Rome sont des fils de pute. Revenons au lupanar. Ce mot refait son apparition au Moyen-Âge sous Louis XI lorsque ce dernier décide de confiner les prostituées dans des maisons closes. À l'époque, les passes y sont très peu chères. Tout le monde s'y rend. Enfin, tout le monde, non. La noblesse préfère se trouver des salopes de son milieu. Et ce que l'on peut noter, c'est qu'il y a d'un côté la sexualité que l'on a avec son épouse, et de l'autre côté, de la sexualité purement physique. Aujourd'hui. Alors, évidemment, on ne retrouve pas la division classe sociale telle qu'elle aujourd'hui. Pourtant, il y a bien dans notre tête deux sexualités. Celle avec les personnes que l'on aime, celle avec nos plans cul. Une sexualité qui tourne autour de nobles sentiments. Avec une femme avec laquelle on désire être courtois. Une sexualité de débauche, de marginaux, de gueux. René Écochard, qui est biologiste, l'explique selon sa spécialité. Le génome humain incite à la monogamie.
sur quoi vient se greffer d'autres éléments culturels. Si j'ai bien compris, un attachement se créerait lors du premier coït. C'est la production d'ocytocine lors de notre rapport sexuel qui créerait cet attachement, qui permettrait le développement d'un amour conjugal au sein du foyer. Plus simplement, ce n'est pas parce que l'on s'aime que l'on a des rapports sexuels. Ça, c'est juste parce que l'on se désire. C'est parce que l'on a des rapports sexuels que l'on s'aime. Enfin, il met une condition. La beauté de la sexualité ne peut s'épanouir que si elle célèbre un amour, un vrai, profond, délicat, si elle considère avec respect que la sexualité est le lieu de la transmission de la vie. De plus, de manière tout à fait absolue. La beauté de la sexualité ne se développe que si les époux sont fidèles l'un à l'autre. Il précise, dans le cerveau, il y a un réseau spécialement dédié à l'amour romantique. Leur connaissance permet de mieux comprendre les 4 points clés dans l'amour qui unit l'homme à une femme. L'attrait, l'attachement, l'engagement et le désir de prendre soin. Je suis bien quand tu es là. Oxytocine, vasopressine, dopamine. Les mécanismes du cerveau qui ont attaché le petit garçon à sa mère alors qu'il était encore nouveau-né sont les mêmes que ceux qui l'attacheront à sa femme. L'engagement pour construire, de prendre soin. Donc l'homme est attaché à sa femme comme il est attaché à sa mère. Comme dirait ma propre mère, eh ben putain c'est pas gay, hein. Mettra donc dans son couple les principes de l'amour courtois. Les égards dus à une femme respectable. Les choses un peu plus olé olé, les fantasmes inavouables, ben il ira voir ailleurs. Et finalement, on retrouve la mère et la pute, les saintes et les salopes. D'ailleurs, tous ces magazines qui nous invitent à faire rentrer au sein de notre couple des pratiques marginales, ne sont-ils pas, sous prétexte de briser des tabous, les fossoyeurs des relations amoureuses? Le tabou. Dans nos sociétés, la sexualité est un tabou, et elle l'était déjà au Moyen-Âge. Rien d'étonnant, puisqu'elle est associée au péché originel. Et c'est un tabou même dans les couples légitimes. Florian Véniel nous rapporte que, ivre dans une taverne, une femme s'épanche un peu sur les qualités exceptionnelles que son mari a au pieu. Le tavernier, choqué, déclare qu'une honnête femme ne peut s'exprimer ainsi. Le mari, atteint dans son honneur, réagit d'une bonne droite et sans doute un peu plus, puisque l'affaire finit au tribunal. Et ce n'est pas le tavernier qui sera condamné. Mais qu'y a-t-il de plus excitant que l'interdit? Interdire, n'est-ce pas en soi une invitation? Et c'est justement dans cet interdit que va se développer notre imaginaire. Ou plutôt, nos imaginaires. Car il va se développer en fonction des classes sociales, des liens qui unissent les personnes, mais aussi des contraintes liées à la contraception. Le baiser. Et oui, on va y aller crescendo. Aujourd'hui, le baiser est extrêmement symbolique. C'est généralement cet acte sensuel qui clôt les comédies romantiques. Et même dans nos vies de couple, on se souvient généralement mieux du premier baiser que de notre premier rapport sexuel. Car il porte symboliquement l'amour. Ne dit-on pas que les putes n'embrassent pas? On retrouve cette distinction. Et à l'époque déjà, les amoureux s'embrassent.
les deux amoureux qui se démenaient tellement l'un contre l'autre qu'il semblait qu'ils dussent manger l'un l'autre. Tant mets-toi et joins-toi leurs dents ensemble. Alors, ce baiser peut être érotique, mais il semble surtout une pratique courante. Cependant, on n'embrasse pas n'importe qui. Florian Véniel fait remarquer que certaines femmes refusent d'embrasser leur amant, réservant leur baiser au mari. Une forme de fidélité. Mais, comme aujourd'hui, il est réservé à celui qu'on aime. Nous sommes dans l'amour courtois. Les cours d'amour courtois connaissent 4 étapes. La dernière étant l'abandon de soi. Ainsi, pour des personnes initiées à cette séduction, il faut trouver des moyens de s'adonner à une sexualité où la pénétration est proscrite. En effet, pour la cour d'amour, il est dit que la volonté de l'amant est annihilée en cas de pénétration et qu'il ne souhaite pas toujours sortir du lieu. Autrement dit, il y a un risque d'accident. Le sexe hors pénétration. Alors tout le monde se calme. Aux féministes qui se disent que la pénétration n'est pas obligatoire, sachez que le débat est extrêmement différent à l'époque. Et à ceux qui s'opposent au discours, ce discours porté par le féministe, eh ben la réponse est la même. Ce n'est pas le débat. Le sexe sans pénétration existe au Moyen-Âge, mais comme un moyen de contraception. Et les pratiques sexuelles hors pénétration sont condamnées par les théologiens, ça va de soi. Justement parce que elles pourraient produire une éjaculation non féconde. Parce que si il est autorisé de tirer du plaisir de l'acte procréatif, en revanche, il n'est pas autorisé de s'adonner à cet acte en dehors de cet objectif. Enfin, en théorie. En théorie parce que dans les faits, au Moyen-Âge, on s'intéresse aux aphrodisiaques. Mandrogue, jacinthe ou poireau, et d'une manière générale, à tous les aliments qui donnent des gaz. D'ailleurs, ils sont interdits aux jeunes filles tellement ils sont efficaces. En théorie aussi, parce que, dans les faits, on observe dans les villes italiennes, ce sont les mieux documentées, que bizarrement les femmes pondent un nombre d'enfants qui correspond à la fortune du foyer. Plus vous êtes pauvre, moins vous en avez. Mieux, la naissance d'un garçon a généralement pour conséquence d'arrêter la procréation au sein du couple. J'ai dit la procréation, j'ai pas dit la copulation. Et rares sont les femmes qui mettent au monde plus de 10 enfants. C'est un chiffre magique quelle que soit la classe sociale. Il existe de nombreuses pratiques et recettes de contraception d'aphrodisiaques, preuve d'une expérience plus libérée. Et l'une d'elles consiste à s'injecter de l'eau glaciale. Ça marche moyennement, mais surtout, c'est pas agréable. Et donc, si le sexe sans pénétration existe en dehors des jeux préliminaires, l'objectif est bien d'échapper à la procréation, à la grossesse non désirée. Le prêche de Pierre le Chantre, ou les écrits médicaux de Gilles de Rome, montrent que le coït interrompu, ou le frottement entre les cuisses de la jeune femme, était pratiqué pour éviter d'enfanter. Et force est de constater que si nous disposons d'informations sur les caresses préliminaires, nous ne disposons que de peu d'informations sur le sexe oral. En gros, la fellation et le cunnilingus. Et comme le fait remarquer Florian Véniel, les préliminaires sont loin d'être présents dans la majorité de la littérature trouvée. Cependant, nous en avons quelques exemples, comme dans le Songe des vies de Jean Baudel, au XIIe siècle. Puis, il la colle tendrement et l'embrasse. Il lui baise la bouche tendue, et le sexe commence à se tendre. Et dans la paume de sa main, lui place. Et d'une manière générale, dans l'intimité,
Les attouchements descendent de la poitrine vers le sexe féminin et accessoirement les fesses. Et ce beau tétin, qui tant est bien troussé, il met la main au ventre et à son devant, où il n'avoit que redire. Il vint après jeter la main sur son gros derrière. En revanche, comme je vous l'ai dit, nous n'avons que très peu d'éléments sur les rapports oraux. Certes, Caterina, le bras droit passé sous le cou de Riccardo, et tenant dans sa main gauche une certaine partie de son amant qu'on hésite à nommer. Mais c'est de la branlette tout ça. Ce n'est absolument pas une fellation. Et l'exception qui confirme la règle est peut-être la nouvelle de Franco Sacchetti, un auteur florentin du XIVe siècle. Et même là, le tabou du cunilingus est abordé de manière ridicule. Le rire pour aborder le tabou. Moro est un pêcheur italien du XIVe siècle et sa spécialité c'est le crabe, grâce auquel il fait vivre sa famille. Une nuit, un des crabes se carapate de sa nasse. Mais au lieu d'aller directement à la mer, il s'aventure dans le lit conjugal. Et là, coincé entre les jambes de madame, il pince. Et il chope le sexe de madame. Elle hurle, et Moreau se réveille. Il va essayer de la délivrer de ce grand méchant crabe. Il essaye de lui tordre la pince, de l'ouvrir, rien à faire. En désespoir de cause, il essaie de le mordre. Sauf qu'un crabe, ça a deux pinces, et de l'autre pince, il mord la bouche de Moreau. Et mari et femme se retrouvent coincés dans cette position cocasse. Ils sont retrouvés le lendemain par des voisins qui s'inquiétaient de ne pas les voir. Et c'est le maréchal Ferrand qui devra intervenir pour les libérer en coupant les pinces du crabe. Pour Pierre le Chantre et Jean Gerson, c'est un péché de luxure, ce sexe oral. Et c'est bien le mot luxure, l'un des 7 péchés capitaux qui est utilisé à l'époque. Mais ce sexe sans pénétration reste quand même très secondaire. À l'époque, la sexualité, comme aujourd'hui, tourne autour du coït. Le coït. Alors, je sais que certaines féministes considèrent la pratique comme étant patriarcale, mais je vous propose dans ce chapitre de faire quelque chose de révolutionnaire, quelque chose que ni l'Église ni les néo-féministes n'ont jamais fait. Regardez les pratiques sans jugement moral. On essaie ? Alors, les médecins et les universitaires médiévaux pensent que le coït est aussi bon pour l'esprit que pour le corps. Quant au fablio, il s'en donne à cœur joie. Dans l'histoire de Jean Baudel, Gambert et les deux clercs, la scène est décrite de manière explicite. Par cœur Dieu, je viens de foutre et tu sais qui ? La fille de Lot ! J'en ai joui de tous côtés, je lui ai bien percé le tonneau. Garin, le prêtre voyageur, ne fait pas beaucoup mieux. Il a poussé son membre dans le con, et tant poussé et cogné qu'il a fini par faire ce qu'il cherchait à faire. Une autre description nous explique qu'un homme découvre le cul de la femme et qu'il se met à bander. De la pointe du vis jusqu'à la coille, dont il bacue et roye tant. Ce n'est vie, y holte foutu. Bon, il l'a prise bien fort et puis il est venu. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, hein, vous me connaissez. Avec leur pénis long comme le cou d'une oie. On voit l'image. À l'extrémité aussi pourpre qu'un oignon rouge. Bon, un oignon rouge. Les fouteurs plantent leur vie tout entier dans leur con. Besogne, pique, enfourche, cogne, donne de bons coups. Pour faire simple, sur environ 150 fabliaux, entre le XIIe et le XIVe siècle, la plupart abordent le sujet de la sexualité. Et il semble que certains aient du mal à faire la différence entre ces histoires et la réalité. Comme ce jeune garçon, qui y allait si fort avec sa femme,
qui l'a abîmé irrémédiablement. On n'ose même pas imaginer. Le pape Alexandre l'autorisera quand même prendre une nouvelle épouse. Et là, je refuse d'imaginer. Mais cet imaginaire de cette femme que l'on défonce, que l'on embranche, que l'on enfourche, est encore très présente aujourd'hui, notamment dans nos films porno. Et on fait plus que les défoncer dans l'imaginaire, puisque la plupart des actrices porno finissent avec des gros soucis de santé au niveau des parties génitales. Et dans le domaine, l'amour courtois ne fait guère mieux. Certes, certains auront des délicatesses. Son chevalier visita les cloîtres secrets de la Chambrière. Le cloître hautement symbolique rejoint les 4 éléments et surtout l'harmonie du monde. Le membre viril, appelé chevalier, l'homme d'armes se trouve alors dans un lieu magique. Une certaine recherche du Graal. Le désir est toujours ardent. Mais que signifie ce désir ? Selon Jacques Rossio, satisfaire son désir, c'est pour l'homme prendre, chevaucher, rosser, frapper. Celle du laboureur qui enfonce et dirige son soc, ou bien celle du jouteur dont la lance enfonce le bouclier de l'adversaire. Enfin, vous trouvez cela surtout dans les fabliaux destinés à la populace. Les agriculteurs labourent leurs femmes pour restaurer leur lignage. Les artisans frappent sur une enclume à l'aide d'un marteau, tisognent ou besognent leurs partenaires, les pistonnant comme le pilon dans le mortier ou le bâton dans la baratte. Les bons vivants qui fréquentent les étuves, les bordels, les lupanards voient leur pénis comme une andouille. Les testicules sont des œufs. Les seins des femmes sont des fromages, aussi blancs que moelleux. La métaphore de la chasse ou de la pêche est récurrente. La femme est un gibier, un poisson sur lequel on a lancé son filet, que l'on a hameçonné. Et les chevaliers ne sont pas en reste. Ils parlent de combat, de féodalité, de vassalité. Cupidon est armé d'un arc. On ne le verrait plus jamais pareil en fait, Cupidon, mais c'est pas grave. Alors certes, on sert une dame, on lui rend hommage, mais on en fait la saisine par un baiser. Et la femme se doit d'être heureuse, mais soumise. Elle accepte, supporte, et des fois ça va encore plus loin. Tristan viole sauvagement Blanchardine. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre terme. Pas le Tristan de Tristan et Iseux pour le coup. Les chevaliers errants gagnent la reddition des dames. En fait, ce sont des pucelles offertes, ce qui couronne de succès ce qui n'est ni plus ni moins qu'une bande de jeunes en rut. Comme l'explique Jacques Rossio, l'amour, même consenti par la compagne, doit demeurer une conquête. Et comme le faisait déjà remarquer Léon Gauthier à son époque, nous nous faisons aujourd'hui de fausses idées sur la chevalerie, que nous confondons trop aisément avec je ne sais quelle galanterie délicate et parfois excessive. Mais ne prenez pas cet air effrayé, nos sociétés ne sont pas mieux. C'est juste qu'au lieu d'avoir des chevaliers en face de nous, on a des consommateurs. À l'image de ces hommes qui disent d'une femme qu'elle est gaspillée, voire recyclée. Non, en fait c'est pire. La femme n'est même plus un être vivant, c'est juste un objet, une cruche. Et quitte à en choquer certains, je préfère encore qu'un homme me fasse la cour, de manière chevaleresque, en me promettant d'oxyre à l'aide d'un torchon tout moucheron qui oserait troubler mon sommeil. Un homme qui parle de ses ex comme de Kleenex. Et en plus, contrairement à l'époque médiévale, aujourd'hui on a la réaction des principales intéressées, c'est-à-dire des femmes. Et elles ne sont pas toutes offusquées, non, loin de là. À l'image de ces femmes qui fixent le prix de la marchandise. Amin. Inch'Allah ya Rabbi que la dot commence à partir des chicas. Amin. C'est moins cher qu'une ouate pourrie. Alors maintenant, vous avez le droit d'être effrayé. Et comme le dit Virginie Despentes,
Dans la société libérale de surveillance, l'homme est un consommateur comme les autres. Il n'est pas souhaitable qu'il ait beaucoup plus de pouvoir qu'une femme. Bon, l'imaginaire sexuel médiéval ne s'arrête pas là. Comme vous avez pu le constater dans certaines descriptions, il sous-entend des positions sexuelles variées. D'autres vont beaucoup plus loin et le disent de manière explicite, comme François Villon, qui évoque que c'est Margot qui chevauche monsieur, afin de ne pas nuire à l'enfant qu'elle porte. De plus, toutes ces histoires sexuelles ont un contexte. Le moment de la relation sexuelle n'est qu'un épisode qui s'inscrit dans l'histoire, qui l'enrichit, qui a une raison d'être. Elles viennent éclairer l'histoire. Alors, si toutes nos sources viennent des fabliaux ou des procès en justice, qu'en est-il de la réalité ? Entre fiction et réalité. Octavie Delvaux explique que le Moyen-Âge n'est pas vraiment la fête du slip. Et elle se trompe. Ils avaient une vie sexuelle, et pour certains, ils avaient une vie sexuelle débridée. Et je vais vous donner quelques exemples pour en attester. Un jeune couple pris en train de forniquer dans une église. Je vous ai dit l'interdit. Les statuts de Belém qui précisent en 1428 que toute jeune femme de plus de 20 ans au moment de son mariage ne doit pas être présumée vierge. Et moins drôle, mais tout aussi révélatrice, la présence de nombreuses maladies vénériennes que moquent les troubadours. Mais au XVe siècle, entre 1493 et 1494, la syphilis fera son apparition et surtout de nombreux morts. En revanche, ce que nous avons du mal à définir est quelle était la pratique réelle. Parce que l'on parle des fabliaux ou des propos du clergé, ce n'est que du sexe fantasmé. Au fond, que pourrions-nous dire aujourd'hui de la sexualité des Français en regardant seulement des films X ou en écoutant seulement le discours des conservateurs qui imaginent que leurs filles vont rester vierges jusqu'au mariage, alors que l'âge moyen du mariage en France est aujourd'hui de 37 ans. Ouais, mais ceux-là, ils se marient plus tôt. Ouais, mais ils se marient quand même pas à 18 ans. Hein? Non. La seule chose que l'on peut définir à l'époque, c'est leur imaginaire. Et force est de constater qu'il n'a pas tant changé que cela. Enfin, sauf sur un point, sur la manière de le raconter. Comparaison. Alors, comme vous avez pu le constater, notre imaginaire d'aujourd'hui est proche de celui de nos ancêtres. Pourtant, il y a une différence notable. L'acte sexuel dans les fabliaux s'inscrit dans une histoire, un contexte. L'acte sexuel pour le clergé a un but, un objectif, la procréation. Pour l'Église, on sait qui sont les protagonistes, l'homme, la femme mariée. Dans les fabliaux, on sait également qui sont les protagonistes. On sait qui sont les personnages, d'où ils viennent et ce qu'ils font. Alors certes, on ne parle pas d'amour, mais seulement de désir. Cependant, l'imaginaire est essentiel au scénario. Ou plus exactement, le scénario est essentiel à l'imaginaire. Sans scénario, pas d'histoire, pas d'imaginaire. Alors que dans nos films X aujourd'hui, certes, les personnages sont tout aussi obsédés par le cul que dans les fabliaux. Mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a que du cul. On sait également que la Renaissance a constitué un recul de l'imaginaire, à moins que ce soit la peur de l'imaginaire des ouailles. Jean Gerson s'inquiète au XVe siècle des pensées impures que pourraient avoir les fidèles devant le corps nu du Christ en croix. Et le Concile des Trente au XVIe siècle ira dans son sens. Il faut dire qu'à l'époque, les images de l'enfer se multiplient et elles ont un goût de sadomasochisme particulier. Elles détaillent les châtiments où crapauds et serpents mordent les poitrines féminines, les vulves. Les moines y sont émasculés
d'autres pendus par leur sexe, fouettés en couple. Et les sodomites sont embrochés par l'anus au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, Sade et beaucoup de ses confrères confondront sexualité et agression. Mais comme l'explique Arnaud Delacroix, ce n'est jamais que la conquête ovidienne de la proie par son séducteur, revisitée jusqu'à son ultime conséquence. Et le XIXe siècle n'est pas mieux. En se centrant sur le romantisme, ils confondent amour et possession. Pire, ils détachent le désir de la passion amoureuse. Mais notre période n'est-elle pas pire? Nos films X, d'une part, ne racontent plus d'histoire, et on a basculé de la spiritualité au rationalisme matérialiste. Ce ne sont plus que des pulsions sexuelles isolées, purifiées à la manière platonicienne ou ovidienne. L'érotisme contemporain, ou plus exactement la pornographie, qui est destinée à sa grande majorité à des hommes, n'est plus que mécanique. Les fantasmes sont réduits à l'essentiel. Il ne s'agit plus de conquérir une femme, mais simplement de la prendre et d'en jouir comme un objet, des consommateurs que nous sommes devenus. Mais heureusement, ce n'est pas plus représentatif aujourd'hui de notre vie sexuelle dans la vraie vie qu'à l'époque médiévale, hein? Non, hein? Ou pas.